Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble lights, yeah. Bonjour et bienvenue du côté de Rachis, une émission présentée par Géraldine Roux et les invités de l'Institut universitaire Rachis. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Isabelle de Mecquenem. Isabelle de Mecquenem, vous êtes professeure agrégée de philosophie, universitaire rémoise, membre du Conseil des sages de la laïcité, du conseil d'administration de l'Institut universitaire Rachis, du conseil scientifique du cercle de la LICRA, et vous êtes également directrice adjointe du réseau de recherche sur le racisme et l'antisémitisme, coporté par les universités d'Amiens, de Lille et de Reims, et codirectrice de la collection Questions sensibles aux éditions Hermann. Isabelle de Mecquenem, bonjour. Oui, bonjour Géraldine, je suis ravie d'être avec vous. Alors, le mois dernier, nous avions ensemble principalement évoqué vos activités comme membre du Conseil des sages de la laïcité du ministère de l'Éducation nationale. Et aujourd'hui, je souhaiterais avec vous faire un petit focus et découvrir avec nos auditeurs vos activités d'éditrice. Vous co-dirigez avec Céline Masson la collection Questions sensibles des éditions Hermann. Alors peut-être dans un premier temps, pourriez-vous nous expliquer l'origine de la fondation de cette collection? Oui, très volontiers, vraiment avec grand plaisir, parce que cette collection, évidemment, j'y suis attachée. Je l'ai fondée et je la dirige avec Céline Masson, comme vous l'avez rappelé, qui est donc professeure des universités en psychopathologie clinique à l'université d'Amiens, qui est un titre très très impressionnant, mais je vous rassure, nous ne parlons pas de psychopathologie spécialement dans cette collection. Alors ce projet a germé en 2019 à partir d'un constat, d'un côté des ouvrages savants et de l'autre des débats de société, des polémiques récurrentes sur, par exemple, les différentes formes de racisme, l'islamisme, la liberté d'expression dans notre société, etc. La liste pourrait être longue. Et nous avons pensé qu'il serait vraiment judicieux de solliciter des spécialistes de ces questions pour éclairer de tels faits de société qui ne sont abordés, selon nous, que sous l'angle des médias et surtout au rythme des médias, c'est-à-dire un rythme effréné dans lequel on ne prend pas précisément le temps de la réflexion. Notre pari était vraiment de déployer justement un recul analytique sur des questions vives et de les rendre ainsi plus intelligibles. En philosophie, c'est une opération que nous connaissons bien, cela s'appelle l'esprit critique. Dont nous avons souvent le plus grand besoin. Exactement. Et cette collection, est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand existe cette collection Questions sensibles? Alors, elle existe, elle a commencé en 2020 pour notre première publication, janvier 2020 exactement. Elle est très récente. Absolument très récente. Donc nous avons commencé par une publication remarquable, je crois, et j'espère, Criminaliser les Juifs de Pierre-André Taguieff, un gros essai de 350 pages qui passe en revue ce mythe accusatoire qui nourrit l'antisémitisme, y compris aujourd'hui. Et donc cet essai, encore une fois, a été le point de départ de notre collection. Mais notre collection a vite grandi puisque nous en sommes à notre 7e publication alors que nous sommes qu'à la moitié de l'année 2021. Donc nous avons vraiment pris un rythme de croissance et de développement qui nous fait très très plaisir. Et d'ailleurs à ce sujet, je me permets de signaler que notre prochaine publication sera celle de l'historien Marc Nobel qui portera sur la cyber-haine. Et là, vous voyez, c'est un exemple absolument majeur de l'articulation que nous avons souhaité créer entre l'approche savante, l'approche critique
et des phénomènes de société, parce que aujourd'hui même se déroule le procès des harceleurs, des gens qui ont harcelé en ligne justement la jeune lycéenne Mila. Donc c'est le début de son procès et voilà, va paraître cet essai qui porte exactement sur ce sujet. Donc c'est un exemple vraiment probant de tout notre projet. D'ailleurs, je prends bien note pour peut-être l'année prochaine une future peut-être invitation à cette émission de radio pour parler de cette question vraiment très importante du cyberharcèlement qui peut tous nous concerner à un moment ou à un autre, qu'on soit plus jeune comme cette lycéenne Mila ou plus âgée. Donc c'est une question vraiment, je pense à titre personnel, très très importante. Et dans le cadre donc de votre collection, donc vous venez de parler de criminaliser les Juifs de Pierre-André Taguieff. On peut également rappeler Liaison dangereuse, islamo-nazisme, islamo-gauchisme, également de Pierre-André Taguieff. La France et ses démons identitaires de Smaïn Lacher, entre autres. Et donc, comme vous l'avez rappelé, ces questions sont parfaitement ancrées dans des débats plus que contemporains. Alors, il y a évidemment un ancrage contemporain, vous l'avez rappelé également, par des savants, des approches plus scientifiques mettant en avant l'esprit critique. Et à votre avis, qu'est-ce que ces approches permettent de mettre en lumière pour tout un chacun ? Oui, alors je vais peut-être aussi passer en revue rapidement les principales thématiques et vous expliquer d'où elles viennent finalement. Céline Masson et moi, nous sommes également, comme vous l'avez dit, impliqués dans un réseau de recherche sur le racisme et l'antisémitisme et leur métamorphose de ces phénomènes au fil de l'histoire. Il est donc logique que nous retrouvions ces thématiques, hélas inépuisables, à notre catalogue. Et vous parliez à l'instant des 2 essais de Pierre-André Taguieff, qui est un spécialiste reconnu par sa bibliographie, notamment qui comporte des essais qui ont été publiés à l'étranger. Donc il fait vraiment référence sur ces questions-là. Et à nouveau à l'automne, nous publierons une étude de ce même auteur intitulée « Qu'est-ce que le racisme systémique ?» Et là, c'est à nouveau un bon exemple pour vous présenter notre collection parce que vous voyez l'inflexion. Alors que certains sociologues ou politistes assènent cette thèse de l'existence d'un racisme systémique qui ne ferait aucun doute, ici, au contraire, elle sera interrogée, analysée à travers ses sources et surtout discutée comme une question tout à fait sérieuse et légitime, mais qu'on ne peut en aucun cas transformée en une certitude a priori. Au programme également de notre catalogue, nous avons prévu de publier un essai, alors cette fois différent. Voilà pourquoi je souhaite vous en parler. Ce sera celui d'une pédopsychiatre qui va dénoncer la médicalisation des doutes sur l'identité sexuelle des enfants et des adolescents. Vous savez, c'est un phénomène lié au développement, de ne pas savoir à quel sexe ou quelle identité sexuelle on appartient. Et il se trouve que, en ce moment, un mouvement de médicalisation, de psychiatrisation même, qui commence dès l'enfance, et donc qui a alerté cette pédopsychiatre, qui a voulu y réfléchir et qui nous donnera donc un essai sans doute passionnant. Comme nous traitons des faits et des problèmes de société, vous le voyez, nos thématiques sont potentiellement nombreuses, mais toujours, encore une fois, sous un angle savant. Eh bien, en tout cas, on prend bien note en fait de ces prochains essais et publications, certainement à partir de la rentrée de septembre 2021. Nous y reviendrons pendant dans nos émissions, mais tout d'abord, nous allons faire un premier interlude musical et écouter Nigun Stern, qui est interprété par David El Chatran, Ilos Garios, Enel Strudel, et nous nous retrouvons donc après Nigun Stern.
Et nous sommes de retour du côté de Rachis avec ce mois-ci pour inviter Isabelle de Mecquenem, professeure agrégée de philosophie, membre du Conseil des sages de la laïcité, du conseil d'administration de l'Institut universitaire Rachis, co-directrice de la collection Questions sensibles aux éditions Hermann. Dans le cadre de cette collection, vous avez publié en début d'année 2021 Rire sans foi ni loi, Rire des dieux, rire avec les dieux, sous la direction de Frédéric Gugelot et de Paul Zawadzki, avec notamment des articles d'Armand Abécassis, de Jean Baumgarten, Éric Marty, Avigail O'Hally, Gérard Rabinovitch. C'est un collectif absolument foisonnant que j'ai lu avec le plus grand plaisir, avec des articles très variés, depuis le rire dans la Grèce ancienne jusqu'aux questions du blasphème et des caricatures contemporaines. Peut-être pourriez-vous nous présenter de manière assez générale ce collectif et pourquoi avoir publié ce collectif? Oui, bien sûr. Alors déjà, en vous commentant peut-être très rapidement son titre, Rire sans foi ni loi, il est très important de remarquer que le titre comporte un point d'interrogation. Néanmoins, ce titre pointe la portée, on va dire, subversive, transgressive du rire. J'ai presque envie de dire que le rire, comme phénomène général, est un réducteur d'absolu. Et à partir de là, le rire, évidemment, entre en conflagration avec les religions qui sont porteuses, au contraire, d'absolu. Et surtout, à notre époque, non seulement les religions, au sens des religions établies, mais surtout ceux qui incarnent ou qui s'arrogent le droit d'incarner ou de représenter ces religions ou ces courants spirituels. Donc voilà, se dessine un problème, un conflit, une conflagration possible que ce livre, que cet ouvrage collectif a voulu précisément aborder. Alors le sous-titre est intéressant également à souligner, à faire valoir, à mettre en lumière, parce que le sous-titre est le suivant, Rire des dieux. Donc là, on retrouve notre portée subversive, transgressive, mais il y a aussi Rire avec les dieux. Et plusieurs contributions de ce volume, effectivement, celle d'Armand Abécassis, celle de Lionel Obadia, celle de Gérard Rabinovitch, eh bien, suggère que le rire aurait une étoffe commune avec le spirituel, avec le religieux. Puisque quand on y réfléchit, qu'est-ce que le rire? Armand Abécassis le dit très justement, je trouve, d'emblée, dès le début de sa contribution. Il dit finalement, le rire, c'est un exercice spirituel. Donc, il y a beaucoup d'affinités avec le phénomène religieux. Et on retrouve également, deuxième composante qui le rend, ce rire, en affinité avec le religieux, donc qui éclaire ce sous-titre « Rire avec les dieux », c'est que dans le rire, il y a une dimension d'interprétation, exactement comme dans les textes religieux. Donc, vous voyez, on a affaire à un phénomène extrêmement complexe, anthropologique, voilà, qui marque une affinité, encore une fois, avec le phénomène religieux. Rire avec les dieux, rire des dieux, rire avec les dieux, peut-on rire sans foi ni loi? Tout cela, en plus, il me semble que ce collectif est issu d'un colloque et puis qui s'est tenu dans des circonstances très particulières et qui ont tellement mis en avant aussi mis en relief le danger que peut être aussi le fait de rire. Et est-ce que vous pourriez peut-être nous retracer les circonstances dans lesquelles s'est tenu ce colloque? Oui, absolument. Et il est vrai que le collectif, à travers les exemples de contributions que vous avez cités vous-même, eh bien, donne une idée absolument mémorable, et j'ai envie de dire, de la pluralité des formes et des qualités de rire. C'est vraiment ce à quoi ce collectif porte une attention particulière à travers, encore une fois, la diversité des contributions des auteurs. Alors, effectivement, autant l'origine de cet ouvrage, de ce collectif, que son point d'arrivée, le moment où le manuscrit a été remis, ces deux moments-là, ces deux bornes temporelles sont absolument à commenter, puisque le colloque
dont ce collectif est issu, eh bien, s'est déroulé en février 2015. Et donc, juste après les attentats de janvier 2015, de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo surtout. Voilà. Et une contribution de ce volume porte précisément sur la question des caricatures. Donc, vous voyez, là, il y a un lien express à nouveau avec l'actualité, toujours repris, mais sous l'angle savant, sous l'angle universitaire. Et par ailleurs, autre borne en quelque sorte symbolique, le manuscrit de ce volume a été transmis en octobre 2020, c'est-à-dire au moment où Samuel Paty a été assassiné, comme vous le savez, parce qu'il avait montré des caricatures également à ses élèves. Donc vraiment, on a deux séries d'événements qui forment les bornes réelles de cette publication et qui nous en montrent, si besoin était, qui nous en prouvent même la pertinence. Eh bien, c'est sur cette importante idée qui est l'importance justement de parler de tout également et de pouvoir rire de tout, mais pas n'importe comment et surtout en laissant la liberté en fait d'expression comme ce collectif nous le montre, que nous allons faire une seconde pause musicale et écouter un extrait en fait de l'album Shterip Tour du Tram des Balkans. C'est un groupe que j'apprécie particulièrement et donc nous allons écouter Chamex du groupe Le Tram des Balkans. Merci beaucoup. Et nous sommes de retour du côté de Rachis avec ce mois-ci pour inviter Isabelle de Mecquenem, professeure agrégée de philosophie, membre du Conseil des sages de la laïcité, du Conseil d'administration de l'Institut universitaire Rachis, co-directrice de la collection Questions sensibles aux éditions Hermann. Et nous évoquons, enfin en tout cas nous découvrons avec vous un collectif qui a été publié donc dans votre collection Questions sensibles, un collectif publié en début d'année 2021
rire sans foi ni loi, rire des dieux, rire avec les dieux. Et pour poursuivre cette discussion, j'aimerais juste vous donner peut-être une lecture que j'ai pu faire de ce très beau livre, notamment depuis le rire en Grèce, puisque il y a quelque chose d'absolument foisonnant, puisque on rit en Grèce, c'est le rire de la Grèce, de la parodie aux caricatures, en passant par l'humour juif et le rire de la libération. Et de ma propre lecture, il m'a semblé que le fil conducteur de ces réflexions serait la ligne de partage entre humour et sarcasme. Je ne sais pas, est-ce que vous partageriez cette lecture et qu'est-ce que vous pourriez en dire? Oui, absolument. Je crois qu'il y a vraiment une grande démarcation qui est d'ailleurs faite par l'ouvrage, grâce à l'ouvrage, entre rire avec, voilà, donc dans le cadre de la cité, que ce soit la cité antique, que ce soit une communauté de nature religieuse, que ce soit une société démocratique comme la nôtre, donc le rire avec et le rire de, voilà. Et le rire de, c'est ce que Hobbes avait très bien décrit en disant que c'est la moquerie, et la moquerie, c'est une façon de détruire autrui. Absolument. Donc voilà, il y a cette grande démarcation en fait qui traverse l'ouvrage et qui est abordée d'ailleurs dans la diversité des contributions. Elle n'est absolument pas mise de côté, au contraire, elle est centrale, elle structure le propos. Un des articles de ce collectif porte, en tout cas a pour titre, On ne se moque pas de Dieu, la prière punk des Pussy Riot et la constitution d'un scandale en Russie contemporaine. On ne se moque pas de Dieu, c'est une phrase quand même qui est très forte et qui est comme une sorte d'impératif indépassable. Qu'est-ce que peut bien répondre l'humour et que nous répond l'humour depuis cette injonction? Oui, alors pour commenter cet énoncé qui pour moi exprime l'intolérance, je dirais que l'humour est par excellence justement une affaire humaine, éminemment humaine. Et donc ce sont des hommes en l'occurrence qui accusent d'autres hommes et qui usurpent une autorité qu'ils ne possèdent certainement pas en invoquant l'offense à une divinité qui est certainement souverainement hermétique à l'humour. Pour moi, cette injonction, cette menace et cette forme d'intolérance, c'est un très bel exemple de ce que j'appellerais un sophisme, une erreur de raisonnement et un mélange des genres au profit, encore une fois, d'un acte d'intolérance, de censure. Donc, voilà. Et l'humour, c'est précisément le rire, ce qui nous permet d'échapper à cette censure et à cette intolérance. Encore une fois, l'humour et le rire sont bien compris, bien saisis, avec cette dimension donc de spiritualité qui est constitutive de l'humour et du rire. Peut-être aussi sous forme d'un pas de côté vis-à-vis de ses propres certitudes ou que l'on croit être ses certitudes. Le fait d'avoir de l'humour, même de pouvoir se tourner soi-même en dérision, permet peut-être aussi cet espace de respiration porté également peut-être par la spiritualité, pourrait-on dire, bien comprise. Absolument, c'est en cela que cette menace est extrêmement inquiétante. Et ce que vous venez d'exprimer, je crois, Milan Kundera l'a très bien dit. Il disait que le rire prenait naissance dans l'ambiguïté morale de l'humanité. Voilà, et ça c'est fondamental de comprendre cela. Et quelqu'un qui n'accède pas à cette dimension d'humour et de rire est donc un fanatique, un despote, enfin quelqu'un en tous les cas de très très dangereux et peut-être de quelqu'un de détruit lui-même. Donc, absolument. Oui. Voilà. Et peut-être une dernière question avant de terminer cette émission qui a passé encore très vite. Comment répondre précisément à cette accusation de blasphème que l'on entend, hélas, de plus en plus souvent? Comment répondre à l'accusation de blasphème et aux injonctions de respect, faisant souvent taire la parole divergente? Oui, alors c'est absolument terrifiant de voir résurgir des accusations de blasphème. Avec l'affaire Mila, on n'en est pas loin. Donc, alors il est bon de rappeler que précisément en France, le délit de blasphème a été
été abolie, mais depuis très très longtemps, c'est-à-dire 1792, si j'ai bonne mémoire. Et plus récemment, en Alsace-Moselle, parce que vous le savez, le droit d'Alsace-Moselle, qui est un territoire concordataire et différent du droit commun, néanmoins, même en Alsace-Moselle, donc le délit de blasphème a été aboli, et depuis beaucoup moins de temps, certes, mais c'est le cas. C'est une loi de 2017 qui a permis d'abolir ce délit de blasphème. Mais je vous rassure, de toute façon, c'était un délit qui était très peu mis en œuvre par la justice, qui se pliait à l'évolution des mœurs et surtout de la société tout entière, heureusement. Alors, les pressions que vous évoquez, pour moi, relèvent d'intimidation et de menaces, et il faut donc avoir le courage de les qualifier comme telles et de chercher à y résister, et à y résister par tous les moyens qui sont à notre disposition. Nous sommes dans un état de droit, et nul, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Absolument. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce rappel vraiment salutaire, et merci Isabelle de Meckenem d'avoir accepté notre invitation. C'est donc la fin de l'émission pour aujourd'hui. Et nous vous retrouverons très prochainement, je pense, pour approfondir ces questions, et notamment lors de la conférence inaugurale de l'Institut Rachi, qui aura lieu en octobre prochain. Et nous, amis auditeurs, nous vous tiendrons informés très prochainement de cette future conférence inaugurale qui aura pour thème « Rire sans foi ni loi, rire avec les dieux, rire des dieux ». C'est la fin donc de l'émission pour aujourd'hui, mais avant de nous quitter, quelques nouvelles du côté de l'Institut Rachi, avec pour cette fin d'année une invitation le mercredi 23 juin à 16h à assister à la présentation des grandes lignes du programme 2021-2022 de l'Institut Rachi, suivi d'un pot de l'amitié. La participation est gratuite, mais sur inscription obligatoire. Vous pouvez vous inscrire et retrouver ces informations sur le site web de l'Institut Rachi, www.institut-rachi-3.fr, sur sa page Facebook Institut Rachi 3, par téléphone au 03 10 95 30 07, ou tout simplement en venant nous voir aux 2 rue Bruneval à Troyes. À bientôt, portez-vous bien. As my grandma told me. Yeah, superstitious